Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour pour une heure de débat autour de l'actualité économique et politique du jour. Évidemment, on va parler de la mobilisation sur les retraites et puis des 2-3 éléments qui peuvent nous intéresser, vous intéresser autour de toute cette histoire. La séquence inflation qui reste super intéressante. Et puis, on va en parler dans les 2 jours qui viennent parce que le truc est en train quand même on a beaucoup parlé du plan américain, l'IRA, etc. Mais il y a des chiffres, des déclarations, des choses qui sont de plus en plus intéressantes. Et puis on terminera avec une petite histoire de RH. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Jérôme Mathis, salut Jérôme, prof de finance notamment à Dauphine. Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens, et Bénédicte Tilloy, salut Bénédicte. Entrepreneuse, ancienne DRH de la SNCF. Là, Mais j'ai une petite statistique pour toi, j'ai vu ça dans le bilan de l'ARCOM sur la présence des femmes à la télé. Donc ça progresse. En présence, mais pas en temps de parole. Tu vas adorer cette statistique. Donc les gars, il ne faut pas qu'on... Voilà. Donc 44% de présence de femmes donc, dans les émissions de talk, c'est ça, les talk-shows à la télévision, mais seulement 36% de temps de parole. Parce qu'il y a du mansplaining peut-être. Parce que vous ne tapez pas assez du poing sur la table, tu vois, pour dire mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça, monsieur Tison, enfin, comment peut-on tenir de tels propos ? Elles ont sans doute compris de concision aussi. On va dire ça. Non, c'est vachement intéressant comme statistique. Non, la vérité, c'est que quand j'ai quitté mon COMEX pour ma start-up, la première, j'étais frappée du fait que j'étais pas spontanément écoutée et qu'il fallait que je parle plus fort pour être entendue. Comme quoi, le fait d'avoir perdu mes galons, ça me... Ah tu parles évidemment. Tu vois, mais ça me mettait ensuite face à de jeunes trentenaires, voire même plus jeunes encore. Il fallait quand même que je l'ouvre sévèrement pour être écoutée. Vraiment. Ah oui, parce que en fait, tu avais la mauvaise habitude d'être une femme ultra galonnée. J'avais des galons et donc tu pensais que tu pouvais t'exprimer à l'égal des hommes. Lourde erreur. Sans doute, j'avais intégré le fait que c'était réglé de ce point de vue-là. En tout cas, vis-à-vis d'un certain cercle. Et là, non. Je me suis rendu compte que non. Et qu'il fallait faire preuve de présence. Ouais, mais alors dans notre champ, moi, 44% de présence, j'y arrive absolument pas. Puis je dois te dire, j'ai lâché l'affaire. Je me suis beaucoup battu à l'époque où j'étais à BFM Business, mais super dur. J'ai vu que d'ailleurs ma chère Laure Closier là, avait lancé un appel aux femmes aussi sur BFM Business, où quand même là, tu peux te dire que tu peux peut-être attirer davantage de chefs d'entreprise, de décideurs, d'expertes. Mais ça reste très très compliqué. Mais c'est parce que les hommes acceptent de venir quand ils y connaissent rien et pas les femmes. Mais tu viens de résumer exactement le truc, ma chère. La situation de ce plateau. Non, c'est-à-dire que tu as un coup dur, tu as une annulation de dernière minute, un gars, tu trouves toujours un gars pour accepter, enfin pas toujours, mais assez souvent, un gars pour accepter de remplacer, effectivement. Pied levé. Ouais, une femme c'est beaucoup plus compliqué à cause de ça, à cause de ça. C'est les bonnes élèves. Bon, vous parlez de la bourse sur cette chaîne, tout ce qui est finance, mais par exemple en économie, il y a des sous-champs. Par exemple, en économie du développement, il y a énormément de femmes. Je parle de milieu académique. Ouais. Mais c'est sûr que sur les questions de finance, boursières et tout, il y a plus d'hommes. Voilà. Alors on a montré hier une statistique, je ne pensais pas qu'on parlerait de, mais allons-y. On a montré hier une statistique, tu regarderas ça ou je te l'enverrai si ça t'intéresse, c'est Schema Business School qui a fait ça, mais c'est assez biaisé, qui dit que en gros les boîtes du CAC 40 qui ont des femmes dans leur COMEX ont un résultat opérationnel. Je crois que c'est 48%, formidable Sybille qui nous remet le schéma, je crois que c'est 48% supérieur à celui des hommes. Mais, comme tu peux le voir là sur ce schéma, alors c'est compliqué à voir à la télévision, mais fais-moi confiance, c'est aussi les secteurs féminisés sont les secteurs qui ont de toute façon plus de marge. C'est le luxe, c'est la cosmétique, c'est des choses comme ça. Oui, et puis, alors que chez ArcelorMittal, c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà. Il y a sans doute aussi un biais, c'est-à-dire que c'est pas tant les femmes que la diversité. C'est-à-dire de ne pas avoir des gens qui sont tous semblables dans une équipe. On sait que ça crée de la valeur quand les gens sont très différents les uns des autres. Ouais. Et donc, le fait de féminiser les boards, en réalité, c'est introduire de la diversité dans les boards. Les retraites, donc. Erwan, on en est où ?
Là où quand on s'était vu en janvier, tu te rappelles, on s'était dit on va détricoter, puis retricoter, puis rapiécer, puis amenuiser, puis raccourcir, et puis allonger, et puis c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis au même moment que la réforme à point, je suis presque à la limite de te dire, je sais plus ce qu'il y a dans le texte. Voilà. C'est vrai, ça. Je me suis fait la réflexion en préparant cette émission. Non, mais c'est catastrophique. Et Dieu sait que tu suis le truc. À la retraite, c'est un sujet que tu maîtrises, quoi. Ça fait 3 ans que je travaille quasiment exclusivement sur ce sujet. 3 mois, en tout cas, je fais exclusivement que ça. Et là, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est le ministre en charge qui te dit mais c'est super, on fait un déficit que de 200 millions au final en 2030. Alors déjà, s'il arrive à faire une projection macroéconomique de l'ordre de 200 millions en 2030, il faut lui donner le prix Nobel, et puis les 5 des 5 années qui viennent. Et en plus, qu'on se satisfasse d'une mesure qui, au final, soit à l'équilibre, alors que le premier argument, je parle de l'argument, le premier argument qui était donné, justement, c'était faire des économies. Tu les fais quand même, attends, même si tu as l'arrivée. Mais il faut. C'était faire des économies. Rappelle-toi, on fait des économies, on fait 18 milliards d'économies pour financer l'éducation et l'hôpital et la transition écologique. Donc là, tu les fais plus. Alors après, tu augmentes le PIB mécaniquement. Le seul truc qui reste intéressant, c'est l'effet horizon à 64 ans. Parce que mécaniquement, tu vas avoir une hausse du taux d'emploi qui va se situer au voisinage des portraits. Ouais. C'est tout ce qu'il y a d'important. Est-ce que ça vaut le coup de... Non, quand même, tu rééquilibres un peu le truc. Tu avais quand même une perspective de 12 à 13 milliards d'euros de déficit par an. Si tu la ramènes à 200 millions... potentiellement... Déjà, tu la ramènes à 200 millions avec une productivité qui est évaluée à 1,1%. Ouais, et un taux de chômage à 4,5%. On sort une note dans les prochains jours sur la productivité. Depuis 2000, on fait 0,8 par an. 0,8 par an en productivité horaire. C'est la seule qui vaille en comparaison internationale, parce que ça élimine le fait qu'on travaille beaucoup moins que les voisins. On est à 0,2 par an depuis 2016, on est à moins 0,9 depuis 2019. Et là, l'État, lui, table sur plus 1 par an. 0,7 et 1,1, selon les deux scénarios qui au final se croisent. Parce que c'est ça. Donc tu m'expliques comment... Donc c'est pour ça que je te dis, si on arrive à savoir qu'on fait 200 millions en 2030, avec un taux de chômage à 4,5% et une productivité en gros comprise entre 0,7 et 1,1, moi je dis félicitations, bravo. Mais c'est pas du tout le cas, on n'y comprend plus rien. Cette réforme, elle va juste servir à enchérir les cabinets d'affaires sociales et les avocats qui justement y comprennent quelque chose pour essayer d'y voir un peu dans le maquis. Tu as créé de l'instabilité politique. Tu as créé justement de l'anxiété économique. Tu as créé quelque chose de social, à mon avis, qui est extrêmement bouillant, mais qui est encore latent et qui, du coup, va avoir une longue traîne. Tout ça, pourquoi ? Pour pas grand-chose, quoi. Mais du coup, l'avantage, si je peux être cynique, je termine là-dessus, l'avantage, c'est que 2027... tu ne pourras plus agir sur le levier âge de départ. Ça, à mon avis, ce sera fini, on sera vacciné, parce qu'on verra en plus que ça ne servira à rien, parce que ça s'accompagne de plein de mécanismes de compensation. Donc, tu seras obligé de mettre en place la capitalisation. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est le seul avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gouvernants... Alors, peut-être que c'était fait sciemment, et dans ces cas, c'est un coup de génie politique à long terme, mais peut-être que, du coup, là, c'est la dernière réforme des retraites, à mon avis, qui sera purement paramétrique. Entre le machiavélisme et la connerie. Exactement. Il vaut mieux choisir la connerie parce qu'elle est beaucoup plus facile d'accès. Exactement. Mais c'est vrai, on a pu prononcer le mot capitalisation. Parce que ça, tu as eu... Je vous avais écrit ça sans que le sens de rotation de la Terre ne s'inverse. Et tu as beaucoup de médias maintenant, même de grandes audiences, qui justement font des débats. Pas est-ce que la capitalisation c'est absolument catastrophique, on va travailler jusqu'à 80 ans, est-ce que c'est la façon de sauver le système par répartition. Ouais. Et je trouve que, on en parlait à l'Institut Sapiens, parce que c'est un combat qu'on mène malgré contre vents et marées depuis plusieurs années, on nous a traité de tout et de vendu à tout, alors je précise qu'on est payé par absolument personne pour mettre en place la capitalisation, c'est peut-être une démarche un peu égoïste de vouloir des pensions de retraite à un certain niveau dans quelques années, mais on remarque que le changement a été assez brutal, comme il a été sur le nucléaire l'année dernière. Donc on a des changements de thématiques et de paradigmes dans le débat public qui sont assez intéressants parce qu'on est en train de faire des révolutions coperniciennes sur pas mal d'idées. Bénédicte ? Alors, non, vas-y, si tu as un commentaire général, parce qu'après j'ai des questions quand même un peu SNCF qui m'intéressent. Si tu veux, pose-les. Ce dont je me rappelle, c'est en 2007, donc ça fait déjà quelques années, j'étais directrice de région à la SNCF et j'ai dû gérer pendant une dizaine de jours les conséquences de je ne sais plus quelle 2007, étape service minimum de l'évolution, de l'évolution des retraites. Je ne sais plus quel était le passage en 2007. Et c'est d'ailleurs à l'issue de cette grève de 10 jours qu'a été établie la notion de service minimum et l'obligation pour les grévistes de se déclarer 48 heures à l'avance.
Mais c'était déjà le sujet, c'était déjà cette bataille d'arguments, c'était déjà les mêmes représentations. Et j'ai l'impression en fait de revoir la même histoire se reproduire. Comment on fait quand tu es jour sans fin comme quand tu es DRH et que tu subis une grève qui n'a rien à voir avec l'entreprise? Mais c'est malheureusement la vie quotidienne des DRH des grandes entreprises publiques et particulièrement de celles... De la SNCF. La Poste, c'est fini. Il y avait la Poste. Et particulièrement de celles à la marque qui EDF. ont un pouvoir de blocage potentiel. Voilà. Voilà. C'est vrai que le système se réduit. Et d'ailleurs, les organisations syndicales pratiquent l'allocation stratégique des ressources. C'est-à-dire que moins le syndicalisme a de prise effective dans la population, et plus ils ont intérêt à avoir des chaudrons bouillants là où potentiellement ils ont des leviers pour agiter le pays. Et donc, on sait très bien quand on est DRH que quelques semaines avant des grandes échéances politiques, il va y avoir plein d'événements, de micro-événements qui vont être montés en épingle et qui vont être reliés à des enjeux politiques, de telle sorte que lorsque les mouvements de grève vont être engagés, il y ait suffisamment de grévistes pour faire la jonction finalement entre des bobos du quotidien et les éléments politiques sur lesquels les centrales ont appelé les organisations syndicales à se bouger. On le sait. Et c'est cruel. Parce que... Et donc, quand tu es, toi, poste de DRH de la SNCF, tu dis, bon, on va attendre que ça se passe, ou tu essayes de limiter la casse, tu essayes quand même de discuter avec eux? En fait, tu es sous la double pression de l'État qui veut s'assurer que ça va se passer correctement. Et puis de l'autre côté, de la part des organisations syndicales et des collaborateurs, où tu te dis, ce serait bien quand même qu'il y en ait le moins possible qui soient en grève, parce qu'on va encore être montré du doigt. Donc, tu es dans une situation d'essayer de manier la chèvre et le chou. Et je crois que le plus terrible, et ça m'est arrivé, c'est en fait quand tu as des combats internes qui sont des combats directement liés à l'exploitation, ou en tout cas à l'objet de ton travail quotidien, auquel tu dois renoncer parce que très haut, on t'a expliqué qu'en fait, compte tenu des enjeux pour le pays, ton projet a beaucoup d'intérêt, mais ce serait mieux si tu pouvais le faire plus tard pour ne pas menacer un projet qui est bien plus grand que toi. Et j'en ai eu quelques-uns des comme ça, et ça c'est vraiment très dur. Ouais. Et je crois que c'est une des raisons de démobilisation potentielle du management. Et tout l'enjeu, pour moi, c'est de protéger le management dans ces moments-là, c'est-à-dire de faire en sorte que les combats qui ont de la valeur, c'est-à-dire ceux qui sont capables de faire avancer les choses à la fois pour les clients et pour les salariés au travail, tu continues à les mener et qu'ils ne soient pas finalement pris en otage par des débats qui ne les concernent pas. Et voilà, ça c'est la vie quotidienne des directeurs d'établissement de la SNCF. C'est l'occasion de leur rendre hommage parce qu'on les voit en fait finalement parfois, on les associe à la tête du dernier syndicaliste qui est venu exprimer quelque chose alors que personne ne se rend compte du fait que il a son travail, plus tout ça, et qu'il est souvent tôt le matin dans les chantiers, sur les voies, à faire en sorte que les collaborateurs, les collègues soient au boulot et que ça fasse et que les choses avancent. Merci de me donner l'occasion d'en parler parce que c'est vrai que sinon on dit ils sont tout le temps en grève. Alors, en fait, ils sont appelés par les centrales syndicales pour être sûrs que le moment venu, ils seront là. D'une certaine manière, c'est leur loyauté à leur cause. Et la loyauté à la cause des dirigeants et de tous les managers de terrain, c'est de faire en sorte que ça tourne, y compris ces jours-là, du mieux possible et qu'il n'y ait pas de vandalisme, qu'il n'y ait pas que les gens ne se retournent pas contre les installations. Y compris les voyageurs, d'ailleurs. Voilà. Donc, non, comme tu dis, ils ont leur travail et ça en plus. Exactement. Ouais. Un mot sur... Jérôme, mais vas-y, plus qu'un mot, on a le temps, on est bien. Hein. Je voulais juste dire un mot sur la capitalisation, parce que comme tu l'as dit, le Sénat lance une étude là, sur la capitalisation des retraites. C'est un sujet qui est d'autant plus important qu'il dépasse le seul thème des retraites. Par exemple, les États-Unis, on sait que c'est un système par capitalisation, c'est notamment ce qui leur donne leur force de frappe pour financer l'innovation. Parce que ça passe par les marchés financiers avant de sortir de la poche de l'actif et rentrer dans la poche du retraité. Et ça change complètement la donne de la société et de l'économie dans son ensemble. Alors, bien sûr, il faut faire attention, parce que comme on le sait, lors de la crise des subprimes, les fonds de pension américains ont perdu 40%. C'est énorme. Il y a des gens qui ont vu leur retraite fondre comme neige au soleil. Et puis, attention, si jamais on glisse doucement vers ce système-là, ou qu'on met une once, je dirais, de capitalisation dans notre système de retraite,
à pas ouvrir la porte à la décision individuelle, parce qu'on sait qu'il y a une forte proportion de nos compatriotes qui prendraient de mauvaises décisions pour eux-mêmes. Très clair. D'autant plus corrélé avec le niveau d'éducation. Il veut avoir une vision court-termiste et qui ouvre la porte à la pauvreté quelque part. Donc il faudra quand même mettre des garde-fous si jamais on va vers ce chemin-là. Et puis aussi juste un mot de réflexion sur l'usine à gaz dont parlait Erwan. En fait, tu dis, plus personne n'y comprend plus rien. Il y a une usine à gaz. Je suis largué moi aussi. J'ai décroché. Pareil. Notamment sur le fait de la pénibilité au travail, mais qui va évoluer. C'est difficile aujourd'hui de dire voilà comment on va considérer la pénibilité au travail pour tel individu pour les 40 prochaines années. Je donne un exemple concret. Les exosquelettes qui arrivent dans les ateliers ou là où il y a de la manutention. Quand on sait que 90% des maladies professionnelles sont liées à des traumatismes squeletto-musculaires, ou je ne sais pas comment on dit musculo-squelettique. Oui, c'est ça, musculo-squelettique. Voilà. Les exosquelettes vont tout changer. Donc aujourd'hui, on va décider pour les 40 prochaines années comment. Enfin voilà, c'est tout ça, on comprend. Je ne dis pas que le gouvernement fait n'importe quoi, parce que c'est aussi facile de tirer à boulet rouge, comme il est facile de tirer à boulet rouge sur les dirigeants de la SNCF lorsque les syndicats se mettent en grève. C'est facile, les gens qui sont aux commandes, ils ont quelque chose de très difficile. Mais on voit bien, c'est une usine à gaz, plus personne n'y comprend rien. Parce que tu parlais, le dernier, c'est quoi? C'est l'Institut des politiques publiques, la dernière note sur les carrières longues, où je suis tombé de ma chaise, où tu as, je vous ai peut-être noté ça d'ailleurs, je ne sais plus, tu as une sous-représentation des ouvriers donc, et des non-diplômés parmi les carrières longues. Donc en fait, tu dis la carrière longue, c'est le gars qui a commencé à transporter des sacs de ciment à 15 ans ou à 16 ans. Non, en fait, c'est l'étudiant qui a bossé pour payer ses études. Globalement, c'est ça Qui a fait un peu, tu es passé le BAFA et à 16 ans, tu commences à... Voilà, alors il faut un peu plus de trimestres quand même que simplement c'est ce que voulait le gars de LR là. Les polytechniques sont considérés, les polytechniciens sont considérés comme carrière longue. Parce qu'ils sont payés pendant leurs études. Ouais, ça c'est différent. Ouais, mais ça c'est différent. C'est parce que tu es dans l'armée, ça. Ils sont payés pendant leurs études, mais je crois que ça permet. En fait, vu qu'ils ont plus de 1 600 € en revenus justement potentiellement déclarables, c'est pour ça que les étudiants de l'IRA ne sont pas, parce qu'ils sont qu'à 1 500 d'ailleurs. C'est assez rigolo. Oui, mais dis donc, Polytechnique, tu rentres à Bac plus... Bac plus 2. Bac plus 2 Oui, commence à 19 ans. Ah oui, après une prépa. Ouais. D'accord. Sachant qu'il y en a certains qui ont passé le bac à 16 ans. Ouais, c'est vrai. D'accord. Je crois que ça compte. Ça compte pas de trimestre, il me semble pas. Bon. En fait, ils sont considérés comme... C'est marginal, hein, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes, mais ils sont inclus dans le dispositif carrément. Mais ça, dans ce que tu disais, effectivement, ça on pensait tous que c'était l'agriculteur ou le travailleur agricole qui a commencé à 15 ans à labourer des betteraves, et pas du tout, en fait. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je ne traite pas du tout le gouvernement de nul, hein, comme d'autres pourraient le faire, mais je pense... Non, je sais, mais j'allais dans ton sens, quand tu disais, il ne faut pas le faire. Moi, je pense qu'en fait, le problème, c'est que ça a été impréparé en fait. Moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'après 3 ans de discussion en 2018 avec Delevoye, etc. sur la retraite, c'était pas du tout le même système, on est d'accord, mais t'as quand même fait bûcher des mecs, t'as quand même des gens dans les différents partis politiques qui ont lu des éléments de langage, des ministres qui se sont confrontés justement à la réalité des chiffres, qui ont compris certains mécanismes, etc. Et que là t'arrives avec des ministres qui des fois disent complètement l'inverse, ou alors même pire, un ministre, sans le citer, qui par 2 fois lui met 2 mèches, qui a donné un avantage fou à la CGT sur le travail des femmes et sur les 1 200 €. Moi, je trouve ça absolument incroyable, cette impréparation-là. Si tu avais depuis le début de dire, voilà un texte, on ne bouge pas sur ça, on peut négocier là-dessus et on discute que de là-dessus, là, du coup, tu peux... Et on vous explique pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pour l'horizon 64 ans, pour augmenter le taux d'emploi, pour augmenter le PIB. Voilà nos prévisions, voilà à 5, 10 ou 15 ans. Enfin, moi, j'ai une théorie là-dessus. Michael Zemmour, qui est un très bon économiste. Sur les 1 200 €. C'est pas mon bord politique. Il a, en 10 minutes, il a flingué la réforme. Totalement. Donc c'est qu'elle n'était pas prête. Ouais. Mais j'ai une théorie là-dessus. Alors pardon à ceux qui écoutent régulièrement parce que je vais les saouler. Parce que je pense que notre président de la République, en fait, il se regarde être président de la République. Et donc finalement, son sujet, c'est pas la réforme des retraites. Son sujet, c'est je réforme. De la même manière que, tu te souviens de ces photos un week-end où il faisait la guerre en Ukraine. Son sujet, c'est je fais la guerre en Ukraine. Et tu peux comme ça changer de pied sur un sujet comme la guerre en Ukraine et sur la position à avoir vis-à-vis de la Russie en quelques semaines. Parce qu'en fait, ton sujet, c'est pas la guerre en Ukraine. Ton sujet, c'est je suis président, je fais la guerre. C'est bien. Ton sujet. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Enfin, pardon de le dire comme ça. Moi, vraiment, j'y réfléchis parce que c'est la même chose. Il est dans une série télé, il est dans West Wing. Et il joue des épisodes, tu vois.
il a joué l'épisode guerre, là il joue l'épisode réforme. Il nous joue d'autres épisodes. La tournure que ça prend, c'est plutôt The Office. Oui, si tu veux. Comment est-ce que tu peux changer de pied sur le nucléaire en 18 mois, entre la fermeture de Fessenheim et le discours de Belfort, il y a 18 mois? Comment est-ce que tu peux changer de pied à une telle vitesse sur un sujet pareil si tu n'es pas dans quelque chose qui ne relève pas de la conviction, mais relève d'une aventure personnelle? Voilà. Bon, c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. On a tout dit. CDI senior, je sais pas. Oui, vas-y, Jérôme, ça t'intéresse? C'est pas grand-chose. Hein. Le seul truc important, oui, mais c'est que c'est en fait un contrat de chantier. C'est ça qui est pas mal. C'est-à-dire c'est un CDI limité dans le temps jusqu'à ce que tu arrives à 64 ans. Voilà. Après, les baisses de charges, elles sont vraiment très très limitées. Ouais, elles sont limitées, mais il y a quelque chose de théorique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la baisse des charges ne prévalait que sur le niveau de salaire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait un goulet d'étranglement en termes de chômage autour du SMIC. Donc tous les revenus qui étaient autour du SMIC, de 1 jusqu'à 2,5 fois le SMIC, c'était partiellement exonéré. Voilà, exonéré. Et puis maintenant aussi, on met sur le devant de la scène quelque chose qui existe depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui qu'on en parle le plus, le fait qu'il y ait aussi un goulet d'étranglement autour de l'âge de 60 ans. Et donc l'idée, c'est de ne plus uniquement tenir compte pour les exonérations du niveau de revenu, mais aussi de l'âge. Ce serait quelque chose de nouveau. Alors théoriquement, pourquoi pas? Ah oui, vu comme ça, c'est une rupture. Donc effectivement, j'avais pas. Ah oui, c'est une rupture. Alors à titre personnel, bon, tu me demandes pas, mais je te donne mon avis. À titre personnel, je suis contre une baisse des recettes pour financer notre système de protection sociale. C'est-à-dire, dit autrement, pourquoi pas exonérer, mais dans ce cas-là, il faut compenser, aller chercher l'argent ailleurs. Et je pense qu'il faut surtout pas reporter ça sur les autres actifs, et qu'au contraire, moi, j'invite plutôt à augmenter la CSG sur les plus fortes retraites. Parce que je trouve que, encore une fois, j'ai déjà donné mon point de vue ici, moi, je préfère la réforme au statu quo, mais cette réforme, je la trouve profondément injuste parce que je trouve qu'on ne met pas suffisamment à contribution les retraités, notamment les fortes pensions. Ça, notre trentenaire Erwan... Il est d'accord ou pas d'accord? Ah bah à fond, tu penses, le taux de remplacement, tu nous redonnes le taux de remplacement, entre moi là qui ai 58 ans et toi qui en a 30, c'est divisé par 2 pratiquement. Hein. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Le taux de remplacement, effectivement, il va diminuer de 30% moi par rapport à toi. Voilà, c'est ça. L'important, c'est le taux de récupération. Toi, tu vas récupérer 200% de ce que tu as cotisé, je vais récupérer 95%. Donc, oui. C'est spectaculaire. Ouais, moi je suis d'accord. Enfin, 200% si je passe pas sous un camion bien le lendemain de ma théorique. retraite. Hein, voilà. Toi, Stéphane, représentant de ta cohorte. Mais juste sur le CDI senior, moi je rejoins ce que tu viens de dire. Là-dessus, encore une fois, affaiblir par des cotisations. Le vrai problème, je pense que ce qu'on regarde, c'est pas uniquement une question de coût, parce que l'entreprise va pas avoir un effet d'aubaine parce qu'elle va gagner 30 € par mois sur un coût du travail. Ce qui compte vraiment, je pense, c'est sur le côté formation. Quand tu regardes la formation de cette catégorie d'âge-là, elle chute, elle est inférieure même au NEET. Évidemment. Donc tant que tu n'auras pas résolu ce problème-là, de former justement tout au long de la vie et pas s'arrêter à 45 ans, parce que la plupart du temps, même les OPCO te disent à 45 ans, moi je finance plus, vous êtes presque proche de la retraite, et bah, tu t'auras beau faire toutes les diminutions de charges que tu veux, tu n'arriveras pas justement à augmenter l'employabilité de cette catégorie. Ouais, mais ça, Erwan, je crois qu'avec Bénédicte, on va être d'accord, les deux vieux autour de cette table, ça va changer obligatoirement et mécaniquement. C'est-à-dire, cette absence de formation, je pense que c'est de notre faute. Moi, je peux te dire à titre personnel, tu m'aurais demandé il y a 1 an ou 2 ans, par exemple, de m'occuper de TikTok, tu vois. C'est un peu ça, la formation, essayer de voir ce qui bouge. Non, mais j'en sais rien, tu vois, essayer de voir ce qui bouge et tout. C'est bon, laisse tomber, de toute façon, j'en vois le bout. À partir du moment où, paf, l'horizon se décale, on va forcément transformer la façon de gérer nos carrières. Bénédicte? Oui, je suis d'accord avec ça. D'abord, apprendre tout au long de sa vie, c'est le seul moyen, tout le monde l'a dit, de se préparer à des évolutions qui sont de plus en plus rapides. Donc, ChatGPT, qui l'aurait cru, donc de toute façon, faut bien l'apprendre. Le fait de savoir qu'on va encore travailler, ça donne envie d'apprendre. Et puis de toute façon, apprendre, c'est le seul moyen de ne pas vieillir. Donc, oh là là, comme c'est beau. Non, mais c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que je te dis de plus? En fait, t'as pas fait tes 36% de temps de parole. Non, j'ai tout à fait l'occasion de le faire. Ne t'inquiète pas. Tu vas m'en donner d'autres opportunités. Bon, bah d'accord. Alors, on va marquer une pause et on va repartir sur les nouvelles opportunités.
On repart avec, j'appelle ça guerre froide industrielle, j'en sais rien. En fait, j'ai vu ça. La Maison-Blanche affiche, on va peut-être voir ça, capture d'écran de la Maison-Blanche, ça fait très stylé. Liste des entreprises qui sont en train d'investir dans l'électrification automobile. Donc, c'est la cible prioritaire de l'IRA, très clairement. Et tous les Européens sont là. Voilà. Donc, allez voir, site de la Maison-Blanche, ça se trouve assez facilement. De BASF à Solvay, c'est-à-dire il y a les chimistes au départ sur la batterie, jusqu'aux constructeurs automobiles. Et assez clairement, on se dit qu'il y a là, en gestion rapide, une filière qui va se structurer très, très efficacement. Bénédicte, avant de rentrer dans le détail de ce qui est en train de se passer, toi, tu as un point de vue particulier là-dessus. Voilà, vous voyez là donc Oui, j'ai un point de vue particulier, c'est-à-dire je dis bravo, et je trouve que le gouvernement américain montre qu'en conjuguant la croissance et les questions du climat, en fait, on relance l'économie, et ça me casse les pieds, vraiment, fondamentalement, pour pas dire plus, de voir que de notre côté, on est uniquement toujours sur les questions de taxes et de machin. Et je trouve que c'est 2 poids 2 mesures. Et cette espèce de pragmatisme américain qui considère que l'opportunité de la planète est une opportunité industrielle majeure et nous refait le coup du plan Marshall, enfin tout ce qu'on veut sur leur propre sol, je ne comprends pas comment on n'y est pas encore chez nous. Et à côté de ça, là, on parlait des retraites tout à l'heure, je voyais sur des palettes qui étaient en train de brûler, avec des syndicalistes de la SNCF qui avaient mis tout un bazar avec des pneus. À côté d'eux, il y a un jeune type qui est venu dire « mais vous êtes en train de brûler la planète » et le mec a dit « ta gueule » ou je sais pas quoi, c'est pas le sujet. Et je me dis qu'on n'a pas été capable de faire converger l'économie, la croissance et les questions vertes en France aujourd'hui, dans les organisations, dans la RSE et les RH sont chacun dans leur couloir de nage. Tout le monde, en fait, est bien pensant sur ces questions-là. Et pendant ce temps-là, les Américains mettent du pognon sur la table pour faire avancer leur schmilblick. Et ça m'énerve. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend? Voilà, c'est ça. Excellent. Tu parles comme le patron de Repsol. Le patron de Repsol, il y avait une grande réunion, j'ai lu ça ce matin dans les Échos, grande réunion des pétroliers du monde à Houston quand même, voilà. Et le patron de Repsol a dit exactement ça. Il a dit, donc c'est le pétrolier espagnol, vous avez une carotte, on a un bâton. Vous avez des subventions, on a des taxes. Vous avez l'IRA, on a la taxe carbone. Et j'avais pas vu le truc comme ça. Et voilà. Et dans les boîtes, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans les boîtes, je vais faire caricatural, et pardon si tu as du courrier à cause de moi, non, mais tu as d'un côté des cahiers revendicatifs sur le social, les augmentations les questions d'inflation, etc., qui sont certes légitimes. Et puis de l'autre côté, tu as des jeunes ingénieurs qui arrivent et qui ont des propos très définitifs et en même temps te balancent des équations très compliquées pour montrer qu'en fait on est à côté du sujet, qu'il faut s'y prendre autrement, etc. Ces gens-là ne se parlent pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as la DRH qui écoute plutôt les syndicats. De l'autre côté, la RSE essaie de trouver sa place. Et ça continue à pas se parler. Et c'est grave, parce que c'est quand même des sujets... On n'a pas tant de temps que ça. Bon. Alors, et la finance est en train de se bouger en disant, bon, dites donc les gars, il me faut de la data un peu précise et un peu auditée, parce que j'ai mes investisseurs qui m'en réclament. Voilà. Bon. Mais on n'en est que là. Ouais, non, mais... Erwan, tu... Non, moi, je partage tout ce qui vient d'être dit. Après, il y a un débat qui monte aussi en ce moment. Moi, j'ai l'impression, tu sais, avec le refus des Allemands de sortir de la voiture thermique en 2035, que en fait on se dit que c'est un peu décourageant parce qu'on se dit quoi qu'il arrive on n'y arrivera pas quoi. À justement impulser un changement. Moi je pense, bon, c'est peut-être ma déformation de macroéconomiste, mais je pense que le changement doit d'abord être macro avant d'être micro. Et c'est par ce genre de changement, de gros signaux macro justement qu'après ça va infuser au niveau local. On en a déjà débattu plusieurs fois, on va pas le refaire sur ce plateau. Je sais qu'on n'est pas d'accord Stéphane, mais moi je pense que cette décision d'interdire en 2035 les véhicules thermiques est une très bonne décision, non pas d'un point de vue économique, mais d'un point de vue environnemental. Parce que c'est tout ce qui va avec, on se dit on change de monde maintenant. Et même si on est effectivement,
on représente 7 ou 8% de la production mondiale d'automobiles par rapport justement à 2 mastodontes, et on reste quand même le premier marché et on envoie un signal, peut-être que c'est de la vertu signalée, mais on envoie un signal en tout cas qu'il faut changer. Et je pense que ce signal-là combiné... C'est l'Amérique qui est en train de l'envoyer, ce signal-là. En plus, donc du coup, c'est pour ça que ça va dans le bon sens. C'est pour ça que de faire marche arrière comme le font les Allemands aujourd'hui, parce qu'en fait, ils ont très peur d'être demain la Grèce de l'Europe, à juste titre, à mon avis, on va pas forcément dans le bon sens. Et quand on regarde après, je ne vais pas être catastrophique... Parce que... À la limite, Erwan, si ça avait été, de ce que j'ai compris de cette histoire allemande, si ça avait été parce qu'ils ont peur d'une mutation de leur modèle économique, quelque part, tu aurais pu le défendre. Visiblement, c'est de la politique politicienne pure du ministre des Finances libéral qui est en perte de vitesse et qui veut défendre Porsche dans sa région. On en est là quand même, a priori. De la même manière que le nucléaire et les histoires de 50%, c'était l'accord entre le Parti socialiste et les écolos. Exactement. Et qui a conduit à... Oui, mais c'était il y a 10 ans, tu peux te dire, quand même, la prise de conscience a sérieusement progressé. Non, mais je comprends ce que... En fait, on est pris en otage de ces gens qui font joujou avec leur image. Et c'est les décisions justement structurelles et alors c'est peut-être le libéral libertaire qui parle, mais on est pris en otage par ces décisions-là, des personnes qui jouent à être président ou qui jouent à justement faire ça et ça. Regarde, t'imagines l'hiver qu'on passerait là, l'inflation, comme on en rigolerait si on avait eu vers Superphénix à l'époque, en 97, si on avait eu la centrale Bouger en 82. Non, mais alors, je ne veux pas préempter de la réussite des travaux de Superphénix quand même, mais... Toute chose égale par ailleurs, Stéphane, comme on peut le dire, on en rigolerait aujourd'hui de l'inflation. On se moquerait justement des Allemands, on leur rirait au nez et on leur vendrait notre énergie au prix où on voudrait. On aurait été l'Arabie Saoudite de l'électricité, exactement. mon vieux. L'Arabie Saoudite de l'électricité. Et c'est pour ça que les auditions qu'on a au ce moment-là à l'Assemblée nationale sont excellentes et je pense qu'il faut que ce soit peut-être suivi potentiellement pas d'une judiciarisation, mais peut-être que des petites peines symboliques d'éligibilité pour les gens qui ont fait strictement n'importe quoi. Excellent. Mais pourquoi pas? Non, mais attends, l'Assemblée nationale cette nuit a tenté de voter l'éligibilité pour les conjoints qui sont justement qui frappent leurs violents. Je rentre pas dans le débat, ça me regarde pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on serait inéligible pour une question d'ordre privé alors qu'on a été défaillant d'un point de vue public et qu'on ne peut pas devenir inéligible? Je pose la question dans ces cas-là. La majorité n'a qu'à s'en emparer de cette question-là. Et comme ça nous éviterait d'avoir du renouvellement, de retrouver des mecs... Et donc Hollande inéligible? Pourquoi pas? Il a fait... Excuse-moi... Et Macron, c'est quand même lui qui ferme. Hein. Et Macron, Borne, tout ça, inéligible. Tous ces gens-là. Je pense que pourquoi pas? T'as fauté, t'es éliminé. C'est multidimensionnel. C'est chaud. Un président va forcément faire une erreur dans un domaine. Il doit tous les jours prendre... Et même un ministre... mais dans ces cas-là, on qualifie des crimes contre le futur. Dans ces cas, mais je peux choisir. Je fais confiance à nos juristes pour trouver... En tout cas, je suis pas constitutionnaliste, j'en suis une piste. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on se rend compte que on est dans la période des grands shifts. Ouais. Et ça, on sait dans les organisations, dans les entreprises, qu'au moment des grands shifts, avoir des gens qui ont une vision, c'est quand même... ça fait tout changer. Et ça met la boîte dans de bons rails. Et là, se dire qu'en fait, au moment où on aborde autant de ruptures potentielles, on a potentiellement un manque d'imaginaire, un manque de courage à certains endroits, je trouve que ça fait un peu peur. Oui, mais regarde la réaction. Réaction des grands constructeurs européens donc au fait qu'on n'arrive pas à voter finalement. Les gars, en gros, répondent, écoutez, on s'en fout en fait. Le train est parti. On y va. Stellantis ne change rien. Renault ne change rien aux décisions stratégiques qu'ils ont prises. Donc, tu vois, peut-être que cette vision est là quand même. Écoute, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Parce qu'en fait, sinon, ce qui est en train de se passer, et on va revenir sur le débat des retraites précédents, c'est un risque quand même de fracture de la société. On l'a déjà vu dans plein de domaines, mais il y a avec l'agisme qui rajoute en fait, tu vois, des questions générationnelles, je les trouve cruelles en ce moment. Hein. Je trouve qu'on entend des choses assez dures sur une classe d'âge qui aurait bénéficié de tout et qui serait la cause de tout. Et sans doute... C'est pas tout à fait faux non plus. C'est pas tout à fait faux, mais tu vois, ça contribue pas à ramener la paix des ménages dans les organisations et à faire en sorte justement que le fameux index senior et toutes ces questions-là soient traitées avec un peu de discernement. Peut-être qu'en fait, si on suit Erwan, on est tous inéligibles. Bénédicte, toi et moi, tu vois. Tous ceux qui ont voté passer 50 balles, t'es inéligible. Tous ceux qui ont voté pour la retraite à 60 ans, on leur enlève leur carte. Jérôme, l'IRA, tout ça, machin, ça t'intéresse? On est face à une révolution industrielle verte qui va rebattre complètement l'écart de la mondialisation, de l'industrialisation. Et tout le monde se prépare avec un jeu très fort, les États-Unis, mais pas que.
La Chine aussi, déjà depuis les années 2000, prépare le terrain. Il y a le Japon, il y a l'Inde aussi, qui subventionne, qui essaie de créer, de financer, de subventionner les leaders de demain dans de nouvelles technologies. Et pour l'instant, l'Europe est complètement atone et ne fait rien. Oui, mais tu vois, ce qu'il y a de puissant avec l'Amérique, c'est que la Chine, l'Inde, t'es grand industriel, t'y vas avec méfiance. Propriété intellectuelle, en Inde, la complexité de bouger un mur, enfin, etc. Tout. Les États-Unis, tu fonces. Ah ben oui, non, mais c'est ça qui est puissant. Attention, quand je parle c'est pour ça que je citais BASF, Solvay, j'ai pas mis toute la liste, mais allez voir, ils y sont tous. Les États-Unis, c'est tellement C'est puissant, ultra que, puissant, tout le monde y va. Leurs industriels locaux, ils arrivent à attirer. Mais c'est ça. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe ne subventionne déjà même pas à la base correctement ceux qui sont sur le territoire européen. Oui, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas d'un nouvel endettement commun, et que si elle lâche sur les subventions nationales, alors c'est la fragmentation totale de l'Europe, parce que France, Allemagne, Benelux auront les moyens. Mais pas forcément. Je ne parle pas forcément de subvention nationale, mais vraiment au niveau européen. Mais elle veut pas. Bien sûr, on est d'accord. Voilà. Mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Sans compter que ça attire les talents, hein. C'est-à-dire, enfin, je sais plus, je le lisais il n'y a pas très longtemps, que dans l'équipe de Microsoft, dans l'équipe de Google qui cherche à lutter contre ChatGPT, il doit y avoir 10 polytechniciens ou normaliens. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr. toutes les équipes... Bah oui, mais enfin, des programmes comme ça envoie des signaux aussi à des gens qui ont envie de partir, parce que c'est fascinant de travailler sur ces sujets, là où il y a de l'argent qui arrive, notamment pour des chercheurs qui n'en ont pas en France. Enfin... Séquence inflation. Bon, tu vas dire, Erwan, ouais, tu reprenais l'émission sur l'essence et on refait la même. Alors quand même, un truc intéressant, alors là c'est... où est-ce que j'ai vu ça ? Ouais. Donc, Inspection générale des finances. Ce sont bien les agriculteurs qui profitent le plus de la période, avec un excédent brut d'exploitation 27% au-dessus de son niveau de 2019. Je trouve qu'ils vont un peu vite à calculer ça quand même, l'IGF, soit dit en passant. Bon, mais bref. 27%, parce qu'on est quand même qu'au mois de mars, hein, bon, au-dessus de son niveau de 2019, quand celui du commerce et de la distribution n'a progressé que de 0,7%. Quant aux industriels, alors, sur une année, enfin non, sur le second semestre 2022, ils ont un EBE en hausse de 50%, mais c'est du rattrapage de baisse de marge, dit l'IGF, de 2020-2021. Donc en fait, sur cette séquence inflation, c'est quand même intéressant que ce soit... C'est une révision d'un rapport qu'ils avaient déjà rendu en novembre 2022 et dans lequel le secteur de l'industrie agroalimentaire, elle était en perte complètement. Voilà. Et là, ils ont fait un rattrapage. Ils ont fait un rattrapage. Sur 3 ans, ils n'ont que 1,5% d'augmentation. Okay. Donc, on va dire ils ont stagné. La grande distribution, c'est plus 10%. Et comme tu le dis, les agriculteurs, c'est plus 27%. Mais notamment, et quasiment, enfin pour plus de moitié, c'est du fait de la hausse des cours mondiaux des céréales. Très bien. Donc, les grands, ils sont redescendus. Les grands céréaliers vendent au cours mondial, qui a doublé. En 3 ans, les prix des céréales ont doublé sur les marchés mondiaux. Donc ils profitent de ça, les agriculteurs en profitent. Et puis il y a aussi une couche... Non mais ils sont descendus les cours mondiaux du blé, tu vois, Jérôme. Ils sont descendus. Et les prix ne vont pas redescendre. Les prix ne vont pas redescendre et il y a autre chose. Tant mieux, hein, enfin tant mieux, j'en sais rien. Une couche franco-française, c'est la promulgation en 2021 de la loi Egalim 2, qui fait que en fait, l'industrie agroalimentaire ne va pas véritablement négocier les prix avec les agriculteurs parce qu'ils savent que mécaniquement, ils vont le reporter sur la grande redistribution, la grande distribution. Voilà, donc il y a une perte, il y a tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre, mais c'est intéressant de décomposer. Je trouve que le travail de l'IGF a été intéressant parce qu'ils ont regardé dans la chaîne de la valeur ajoutée, ils ont décomposé maillon par maillon et regardé finalement qui prenait quoi, etc. Mais il ne faut pas mettre non plus tous les agriculteurs dans le même panier. Mais bien sûr, mais l'IGF dépend de qui ? De Bercy. De Bercy, bien sûr. Et on a quand même vu un ministre à Bercy, donc, enfin, j'espère qu'il l'a lu, ce rapport, avec les gars de la grande distribution derrière lui, en disant, bon, ils vont faire des efforts, c'est sur eux que repose l'ensemble des efforts que demande le gouvernement. Leclerc a d'ailleurs boycotté le truc en disant, je ne vais pas aller faire ce show de politique spectacle. Voilà, bon, la grande distribution, quand même, plus 10%. Mais où est-ce que tu vois plus 10%? Moi, j'ai vu le commerce et distribution, c'est plus 0,7%.
j'ai regardé ce rapport et sous le chapitre grande distribution, c'est d'accord, 10% parce de que 2019 à le mien doit prendre tout le retail. C'était- En novembre, c'était rien, c'était 0,5%. Et depuis novembre, ils ont largement rattrapé, la grande distribution a largement rattrapé. D'accord. Erwan ? Bon, 3 choses. Premièrement, effectivement, l'opération politique est absolument lunaire. Enfin, moi, je trouve que Michel Édouard Leclerc a raison quand il dit si jamais on avait du gras, en fait, il fallait le casser avant. Quand moi, en ne s'affichant pas avec eux, il disait moi, je suis déjà à l'os, je vends quasiment tout prix coûtant. Bon. La grande distribution n'est pas que la seule façon de faire ses courses aussi. En fait, hier, c'était la promotion de ce que certains sociologues appellent la France moche. Tu sais, ces grands préfabriqués qu'on a en dehors périphérie des centres-villes et qui ont tué en fait la plupart des centres-villes des villes moyennes. Enfin bon, dis donc, qui ont tué, qui ont permis. Alors ça, moi, je vais les défendre. Bien sûr, non, mais ça, je sais bien. Mais moi, Attends, s'il y a encore un tout petit peu, parce que tu sais, c'est ce que dit Thomas Philippon, notamment, la prochaine révolution que va rater la France, c'est la révolution agricole. Bien sûr. Et s'il y a encore un tout petit peu d'innovation agroalimentaire, c'est à la grande distribution que tu le dois. C'est parce qu'elle a ouvert ses linéaires à des tas de gars. Je suis d'accord. Augustin Paluel-Marmont de Michel et Augustin le raconte très bien. S'il a réussi Michel et Augustin, c'est grâce à la grande distribution. C'est pas l'alpha et l'oméga du commerce. On est d'accord. C'est ce que je te dis. Or, ça a été présenté comme tel. Deuxièmement, sur le pouvoir d'achat des ménages qui est un peu plus frappant, moi, ce qui me glace le sang, c'est que quand on regarde l'économie qu'il va y avoir en rognant les quelques centaines de millions de marge, on est sur le 45-50 euros par ménage pour le trimestre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et je trouve que c'est ça qui devrait plus nous inquiéter, c'est qu'en fait, les Français sont malheureusement à 15 euros par mois. Ouais. En termes de survie, on ne parle pas de loisirs, on ne parle pas d'abonnement Netflix, dépenses contraintes. En termes de survie, la plupart des ménages français sont à 15 euros par mois. La plupart ? Quand tu regardes les 3-4 premiers déciles, en tout cas ceux à qui justement ce panier anti-inflation s'adresse, c'est justement pour dire il faut absolument qu'ils continuent à pouvoir s'alimenter. Donc du coup, tu es sur 30% à peu près des ménages qui vont profiter directement de ce panier-là et qui du coup sont à 15 euros par mois. 30%, donc, d'accord. Moi, je serais plutôt de me dire, est-ce que c'est pas inquiétant dans la 5e, 6e, 7e puissance mondiale, un pays justement qui se veut résolument tourner vers l'avenir, de se dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui à 15 euros près ont des difficultés alimentaires. Ah bah tu m'étonnes. Et donc dans ces cas-là, c'est pas un affichage avec regardez avec mes copains, on a fait 10% en moins sur les couches et sur les dentifrices, mais c'est plutôt de se poser des questions vraiment très structurelles, à l'heure encore une fois où les comptes publics sont en rouge, mais ça c'est un autre problème, la productivité décroît, le revenu réel des salariés est en train de décroître aussi à cause justement du mécanisme d'inflation et de salaire qui ne suit pas. Donc je pense qu'il y a peut-être des questions plus structurelles à se poser qui sont beaucoup plus inquiétantes parce que tu ne pourras pas, les prix de toute façon ont cranté, les prix ne vont pas diminuer dans les prochaines années, il n'y aura pas de déflation, il y aura une décélération, il y aura une dérivée seconde, mais il n'y aura pas justement de diminution des prix. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans les 2, 3, 4, 10 prochaines années ? Plus de gains de productivité, plus de grandes innovations. Tu nous mets en joie. Mais non, mais je suis désolé. Mais bien sûr. Gouverner, c'est prévoir. De toute façon, assez souvent dans ce débat, on arrive à un moment où tu es obligé de faire ce que les psychologues appellent la collection de timbres. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que tu te retrouves face à des trucs qui s'emboîtent et qui sont inquiétants. Les Anglais sont là, non ? Qu'est-ce que tu dis, Bénédicte ? J'ai pas entendu, rapproche-toi un peu. Je dis, pardon, c'est là que sont les Anglais, c'est-à-dire avec une situation qu'on n'avait pas rencontré depuis extrêmement longtemps quand même. Les Anglais ont fait n'importe quoi depuis le Brexit. Il y a autre chose, bien sûr, mais peut-être que ça dit aussi beaucoup de choses sur ce que nous, auquel on est confrontés. Peut-être que les économies occidentales sont confrontées aussi. Oui, enfin, c'était pas une question, mais dans ma réflexion, c'était de dire finalement, il y a plein de choses en fait qu'on croyait révolues qui en fait reviennent, et notamment cette question d'extrême pauvreté. Oui, mais tu vois le truc quand même. Tu pourrais te dire, c'est là où encore une fois, je comprends pas le récit politique. Tu pourrais te féliciter de ce que, et Dieu sait, moi, alors j'étais au cœur du truc sur les lois Egalim, Dieu sait que j'y croyais pas une seconde. Tu pourrais te féliciter de ce que les agriculteurs en France aient récupéré du revenu, en faire même une grande publicité pour, pourquoi pas, attirer des vocations, te dire, tiens, là, il se passe quelque chose, on a quand même un modèle aussi intéressant avec des puissances agroalimentaires, Lactalis, etc., qui sont aujourd'hui dans un jeu qui s'équilibre avec ceux qui donnent de la ressource parce que la ressource devient de plus compliquée. Enfin, voilà.
Et non, tu te retrouves à devoir tirer toujours sur les mêmes pour soi-disant satisfaire un discours poujadiste, alors pour le coup purement poujadiste, puisque c'est la naissance du poujadisme, elle est là, qui est là depuis les années 50. Non, parce que c'est dans la culture de la victime, en fait. On met tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire les agriculteurs, les grands céréaliers, c'est pas le petit fermier du coin. Non, mais c'est pas seulement les grands céréaliers. Moi, je connais bien la filière du lait, je peux te dire que oui, ça s'est bien passé. Ils ont eu des hausses de marge. Absolument. Donc, les grands gagnants, ce sont les céréaliers. Ils ont pu s'équiper, voilà. Ils peuvent moderniser, ils peuvent apprendre des trucs incroyables d'ailleurs sur la façon dont le lait est géré aujourd'hui. Mais les autres, alors, dans une moindre mesure, les légumiers aussi. Mais bon, il y en a qui perdent. Et le fait de mettre aussi tout le monde dans le même panier du point de vue des consommateurs, c'est ce que tu dis. Tu nous dis il y a 3 déciles, les 3 déciles, on va dire les 30% des Français les moins aisés dans ce pays, qui ont des fins de mois difficiles, notamment sur l'alimentaire. Et à parallèle, il faut aussi quand même mettre ce chiffre avec la moyenne qui est que les Français jettent plus de 500 € de produits alimentaires à la poubelle tous les ans. Donc ça veut dire, bien sûr, il y a ces 3 premiers déciles qui ont des fins de mois difficiles, et puis il y en a d'autres, les 7 restants, qui, eux, jettent comme ça de la nourriture quasiment tous les jours à la poubelle. Donc c'est aussi ça, il faut des politiques plus ciblées. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que quand on met tout le monde dans le même panier, on fait quelque chose de grosso modo, et ça en devient grotesque. C'est le cas de le dire, tout le monde dans le même panier. Ça veut dire que ça motive quand même l'idée du chèque alimentaire qui serait réservé à ces 3 déciles. Cette idée-là n'est pas complètement idiote. Non, mais en fait, elle n'est pas idiote si malheureusement elle ne s'additionnait pas à une politique justement de chèque qui est aussi complètement illisible. Est-ce que tu te rappelles du chèque bois, par exemple? Non, voilà. J'ai raté le chèque bois. J'ai des chiffres sur le chèque essence à vous donner tout à l'heure, mais j'ai raté le chèque bois. Ça, et moi je suis d'accord, tu sais, quand tu regardes le concepteur du libéralisme, Pierre Lepesant de Bois-Guilbert, qui est un Français, Cocorico, qui a inspiré à la fois Marx, Keynes et Smith. Et du coup, ce qu'il te disait, une vraie économie libérale. Ça lui a valu d'ailleurs d'être excommunié pendant 6 mois du Royaume de France quand il a écrit son Factum de la France. Il disait c'est un royaume qui prend en charge les plus pauvres, justement, on leur assure un toit, des vêtements et une gamelle, en gros. Et si tu veux, le reste, on laisse complètement faire. Et donc, du coup, vu qu'on s'occupe de tout, sauf de ces 3-là, l'école est en un état catastrophique, le marché du logement est catastrophique, et le marché alimentaire, maintenant, est en train de devenir catastrophique. Mais qu'on s'occupe de tous les autres sujets qui, du coup, sont plus ou moins politiques, parce qu'ils rapportent peut-être 0,5 points de bonnes intentions de vote dans le JDD du dimanche prochain, et ben, du coup, on va se concentrer là-dessus. Et c'est pour ça que, malheureusement, on n'est ni dans un état libéral, ni dans un état qui, justement, fait des vraies politiques structurelles et qui, justement, compte. On est en train de construire, en fait, sans aucune fondation. Redonne-moi le nom, là, de... Pierre Lepesant de Bois-Guilbert. C'était, je vous conseille. Pierre Lepesant de Bois-Guilbert. Tout à fait. C'était un Normand. C'était pas du tout c'était un roturier. Mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de Pierre Lepesant de Bois-Guilbert? Pas très connu. Parce qu'on fait pas beaucoup de cours d'éducation à l'histoire, à des faits et de la pensée économique. Moi, j'ai eu la chance. Quand même. En fait, j'ai suivi une petite formation accélérée avec notre cher Jean-Marc Daniel, quand même. Et Jean-Marc Daniel, il fait pas partie des grands noms de l'histoire de la pensée économique. C'est le premier physiocrate. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, il te parle des physiocrates, mais il te cite pas Jean-Marc. Il y a une vingtaine d'auteurs qui viennent avant lui, donc voilà. Non, c'est pas le premier qu'on a. Il s'est fait tout voler par Kenney. Kenney a repris son truc juste après. Ouais, okay. Et quand tu lis Marx, c'est le seul économiste qui est cité en introduction par Marx, Keynes, Smith comme étant considéré comme une inspiration. Et c'était un libéral. Quelle période? C'était 1708-1710. Okay. Le Factum de la France, c'est... 16e siècle, d'accord. Et le truc, c'est que... Non, 17e. 18e, pardon. La fin du règne de Louis XIV. Tout à fait. Ouais. C'est un contemporain de Louis XIV. Et il a écrit le Factum de la France en une nuit. Il dit en 6 mois, voilà ce qu'il faut faire pour que la France soit de nouveau la première puissance mondiale. Et en fait, il a été excommunié... Il a été excommunié que 6 mois parce que le roi, justement, lui a dit je ne peux pas laisser dire ça. C'est le premier rapport Attali de l'histoire, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand tu le lis, c'est hallucinant. Le mec a aucune... Il n'y avait pas de formation en économie. Et le mec, en fait, a compris notamment la question du mécanisme économique et du marché économique en se baladant sur le marché le matin. Et il disait, si justement le poissonnier peut vivre, c'est parce que l'après-midi, il va chez le cordonnier, qui lui-même va chez le comédien le soir, qui lui-même va chez le boulanger. Et en fait, il a compris grâce à ça que du coup, la spéculation ne servait à rien et que du coup, était anti-libéral et que du coup, ce qui comptait, en fait, c'était justement la terre. Et que Kenney aura repris après plus de marketing et du coup, Kenney est plus connu que... Qu'est-ce qu'on est savant, grâce à c'est top, hein. Non, parce que chaque essence, donc, les subventions, alors c'est d'une manière générale, les subventions aux énergies fossiles ont doublé l'an passé pour dépasser donc les 1000 milliards de dollars, c'est x2 par rapport à 2021. Dont 346 milliards de dollars pour le seul gaz. Donc ça, c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. L'ampleur de ces interventions reste un signe inquiétant pour la transition énergétique, nous dit l'Agence internationale de l'énergie.
Surtout si l'on ajoute, et ça c'est la Banque Centrale Européenne qui le dit, 1/10 seulement du soutien budgétaire à cibler les ménages à faible revenu. Voilà, le chèque alimentaire par rapport au départ de ce qu'il voulait faire d'un panier général pour tout le monde aura quand même le mérite de cibler ceux qui en ont besoin. Oui, mais je finis C'est ça qui est important. J'arrête de parler parce que j'ai écouté mon temps de parole avec Guilbert, mais parce que il me passionne. J'ai fait un mémoire sur cet homme. Mais c'est passionnant. Mais, tu sais, dès qu'on apprend un truc, on est content. Mais le problème, c'est Vieillit que pas. c'est une rustine et c'est vu aussi quand tu discutes avec des gens qui sont éligibles à ce truc-là. C'est quelque chose qui, enfin, les gens ne sont pas demandeurs de ça. Là-dessus, il y a un seul politique dans la classe politique qui le dit, c'est Ruffin, qui dit en fait, ces chèques-là ne servent à rien. Il faut qu'on puisse vivre de son salaire. Et tu t'attaques pas justement au fondement même, qui est que les salaires aujourd'hui sont beaucoup trop faibles. Le salaire médian a augmenté 2 fois moins vite que le SMIC et que le salaire du D9 ces 20 dernières années. Oui, mais alors là, si tu tires ce fil-là, tu tires tout le fil du modèle social, et ben alors, mais du poids des cotisations. On est tous les 5 ans qui s'en occupent, non Impossible. Moi, je ne partage pas cet avis. Vas-y. C'est dire aux ménages les plus nécessiteux, on vous aide, mais attention, cet argent doit être dépensé ici, là et là, et pas pour acheter des paquets de cigarettes, quoi. Je ne vais pas faire de jugement, mais ce que je veux dire, ça n'est pas que... C'est important de pouvoir cibler en demandant aux gens de le dépenser dans tel domaine et pas dans d'autres. Non, ce que je critique... Alors, tu sais, il y a une vision complètement opposée à ça, là, qui est de dire... une forme de privation de liberté, donc qui est de dire, et notamment sur l'essence, c'était très intéressant, qui est de dire, tu les aides, donc tu leur donnes pas un chèque essence, tu leur donnes un chèque, et eux font leurs arbitrages ensuite. Pour l'essence, je suis d'accord, mais pas pour la nourriture. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. Ah, ok. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les retraites. Oui. C'est-à-dire la retraite par capitalisation, est-ce qu'elle va bien ? Quand on ouvre la porte aux décisions individuelles, on s'expose à des mauvais arbitrages. Ouais, des mauvais arbitrages. Donc, je suis à fond pour le chèque alimentaire, 100%. Le chèque essence, si ça sert, bien sûr, il y a des gens qui ont besoin de pouvoir se déplacer. Oui, mais tu es d'accord que sur l'essence, c'est beaucoup plus intelligent de donner de l'argent, exactement, mais pas l'affecter à l'essence. Exactement. Ouais, d'accord. Mais c'est difficile parce qu'il faut quand même dire c'est un chèque essence entre guillemets. Voilà. Si vous le dépensez pas pour l'essence, on vous le donne quand même. À vous de faire vos arbitrages. Et si vous Attention. préférez garder le pognon et aller prendre le RER de Bénédicte, à ce moment-là... Ça n'est plus mon RER. Ça n'est Mon cœur y est quelquefois encore. Oui, je sais, je vois, ça se voit, ça. Tu peux mais pas, ça de toute façon, tu peux pas sortir comme ça d'une telle expérience. Tiens, alors, petite histoire de RH. Je sais pas si ça t'intéresse, Bénédicte, si ça vous intéresse. Toujours plus de tu dans les offres d'emploi. Aujourd'hui, donc, alors c'est Indeed qui fait ça. Voilà, donc là on voit un papier du Figaro et puis il y avait une chronique du Monde aussi qui a parlé de cette histoire. Histoire de mettre, donc alors, dans plus de 3% des annonces présentes sur la plateforme Indeed, il y a donc on parle au potentiel recruté en le tutoyant. C'est un quasi doublement sur 3 ans, prioritairement évidemment dans les secteurs marketing, médias, communication. Et c'est interprété comme, alors voilà, dans cette chronique que l'on voit là, notamment très intéressante d'ailleurs toutes les semaines sur les RH dans le monde, c'est interprété comme un frein à l'emploi des seniors. De fait, ça choque les seniors. Moi, je sais Mais que... moi, pas du tout. Pas du tout. Je me suis mis à tutoyer tout le monde depuis que je suis vieux. Peut-être. Bon, mais depuis moi, que j'ai tu es gradé, l'impression... c'est pas pareil. Hein Qu'est-ce que tu es gradé? Non, j'étais gradé avant. Enfin, moi, je me rappelle, maintenant ça date, ça fait 6 ans, mais quand je suis passée de mon monde historique dont on vient de parler à ce monde qu'on va appeler le monde des startups pour faire court, De l'entrepreneuriat. ce qui m'a frappé dans les nouveaux codes, c'est précisément celui-là. Le fait d'avoir même plus un prénom mais un surnom, le fait d'être tutoyé et pas vous voyez, et tiens, je suis passée de Madame Tilloy à Béné, enfin sans transition, si je puis dire. Ça m'a un peu fait bizarre. Bah oui, mais c'est cool, c'est la vie. Mais oui. C'est ça sympa. Mais j'ai aussi remarqué qu'on était assez vite tutoyés, et j'ai quelques souvenirs de rendez-vous clients que j'ai pu faire où j'étais assez mal à l'aise de voir qu'à mes côtés, quelqu'un tutoyait d'entrée de jeu un membre de Comex d'une banque, où je me suis dit, bon sang... Et il le prenait mal, le membre du Comex de la banque? Non, mais il le prenait pas mal, mais il y avait un petit côté...
laissons-nous tutoyer par un très jeune start-upper. C'était pas très grave finalement. Ah oui, c'est ça. Bon. Et du coup, une espèce de côté sans doute un peu ridicule dans l'histoire. Et à chaque fois, je suis surprise. Alors maintenant, ça me fait plus... Enfin voilà, je vais pas faire son vieux jeu. Mais ça, je me rends compte, par exemple, que quand je rédige un mail, spontanément, je vais vous voyer, alors que les gens qui sont à côté de moi et qui rédigent le même type de mail vont spontanément tutoyer. Et pour aller plus loin, le Lab RH, qui est une association qui valorise, on va dire, le nouveau futur du travail, a sorti un contrat de travail, un modèle de contrat de travail dans lequel on tutoie la personne, on lui explique les choses en retirant tout le verbiage du droit social. C'est assez drôle. Et l'idée est justement de créer un univers dans lequel les gens se sentent comme à la maison. Voilà. Est-ce que je pose une question naïve, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est pas une manière de flécher un petit peu les postes en disant voilà, un senior qui lit cette offre d'emploi, il comprend que c'est pas pour lui. Ouais. Je sais pas si c'est cynique. C'est ce que dit Indeed un peu. Je sais pas si c'est cynique, mais la vérité c'est que ça conduit naturellement à ça, de fait, parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ces codes-là. Ouais. Bon. Après, si on doit changer, si avec ça a changé comme code, en fait, quand on arrive dans ce milieu, ce serait pas si grave. Mais il y a du lavage de cerveau aussi dans cet univers. Mais tout le monde professionnel a ses propres codes. Celui-là, pas moins que les autres. Bon. Erwan, tu as un avis en tant que... Non, c'est pas du tout mon champ d'expertise. non, mais tu as le droit d'avoir un avis, oui, c'est un avis purement qui ne soit pas puisé dans les écrits du XVIe siècle ou du XVIIIe siècle. C'est un avis... à l'époque, on avait du tutoiement plus facile, ça c'est sûr. Mais non, c'est un avis purement personnel. Moi, je ne supporte pas le tutoiement direct. Je trouve que... Ah, c'est vrai ? Ah non, moi c'est vouvoiement directement, sauf quand on me tutoie, le tutoiement est réciproque. Ah bah oui, bien sûr, il est réciproque. Non, mais il doit être réciproque. Ah oui, mais c'est pas d'accord. Tu sais, moi, je pas parler de moi, mais j'ai eu d'autres fonctions syndicalistes quand j'étais jeune étudiant, pas à l'UNEF, je te rassure, mais dans une organisation qui s'appelait AFAGE. Et on avait souvent des réunions avec des représentants beaucoup plus âgés que nous. Le tutoiement était systématique parce qu'il y avait le côté âge. Et donc, du coup, nous, renvoyer un tutoiement quand tu as 19 ans et que tu viens réclamer une hausse de tel et tel volume horaire ou d'augmentation de tes bourses et qu'en face, tu renvoies un tutoiement, c'était vu effectivement comme la personne. Comme une défiance. Une mise à égalité. Ouais. Mais c'était politique, là, pour le coup. Et par contre, toutes ces offres, moi, ce qui me fait marrer, c'est que toutes ces offres, effectivement, où on tutoie, je parle sous l'égide de la DRH, mais quand on regarde après les processus de recrutement, il faut faire une demi-heure de Skype avec machin, 3/4 d'heure avec le CDFO, machin, des intitulés que tu connais pas, puis une vidéo de 30 minutes, puis 2 heures de machin, et qu'en plus, après, quand tu regardes les indicateurs de bien-être dans ces entreprises-là, et qu'en fait, c'est absolument invivable pour la plupart de ces salariés-là, il faudrait peut-être qu'ils se concentrent peut-être sur plus de formalisme d'affichage et un management qui soit plus bienveillant à la fin. Merci, chers amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle heure de débat.